Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument passionnant de votre programme de terminale, la place de la Russie dans la mondialisation. Alors pourquoi c'est passionnant? Parce que la Russie est ce qu'on appelle une puissance paradoxale. D'un côté, on a un discours officiel très, très critique envers la mondialisation, et de l'autre, une économie qui est en réalité profondément intégrée. C'est ce double jeu, ce double visage qu'on va décrypter ensemble. Pour bien comprendre ce paradoxe, je vous propose de partir de cette phrase de Sylvain Tesson. Il parle de Yakoutsk, en pleine Sibérie. C'est la ville la plus froide du monde. Une anomalie, dit-il. Et c'est une image très forte. Parce que cette anomalie, elle est au cœur de la puissance russe. Ces territoires qui semblent hostiles, immenses, sont en fait bourrés de ressources. Du gaz, du pétrole, des minerais, bref, tout ce qui permet à la Russie de peser dans l'économie mondiale. La contrainte du territoire devient donc une ressource capitale. Voilà la question qui va nous servir de fil rouge. Comment on explique cette grande contradiction entre le discours souverainiste, très affirmé, et la réalité d'une économie qui dépend des autres? Et surtout, cette intégration, quelles sont ses conséquences sur le territoire russe lui-même? Qui en profite? Qui est laissé de côté? C'est ce qu'on va voir, pas à pas. Pour y répondre, voici notre plan de bataille. D'abord, on va s'équiper avec les bons outils, les concepts clés du géographe. Ensuite, on verra que cette intégration est très inégale sur le territoire. Après ça, on passera à la pratique avec une étude de documents type BAC sur la carte de l'énergie russe. Et enfin, on fera le bilan avant de terminer par une petite fiche révision. Allez, on commence tout de suite. Première partie donc, les outils du géographe. Avant de se lancer dans une analyse, c'est indispensable de bien définir les termes qu'on va utiliser. C'est la base de toute bonne copie, de toute bonne composition. Alors voyons ensemble les mots-clés du sujet. Le concept numéro 1, évidemment, c'est la mondialisation. On en entend parler tout le temps, mais au fond, c'est quoi? C'est tout simplement l'accélération des échanges à l'échelle de la planète. Des échanges de marchandises, d'argent, d'informations. Tout ça crée des liens de plus en plus forts entre les pays, une interdépendance. Et pour la Russie, cette interdépendance, c'est à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Deuxième concept, la zone franche. C'est un outil très concret. Un État décide qu'à un endroit précis de son territoire, les entreprises étrangères paieront moins d'impôts, moins de taxes. Le but? Les attirer, bien sûr. C'est exactement ce que la Russie a fait à Vladivostok en 2015 pour en faire un grand port tourné vers l'Asie. C'est une stratégie très claire pour s'ancrer dans les échanges mondiaux. Et enfin, un mot que vous devez absolument maîtriser. Interface. Une interface, c'est une zone de contact, une sorte de couture entre deux espaces différents. Ça peut être une frontière, un littoral. Ce sont des lieux stratégiques parce que c'est là que se concentrent les échanges. Pour la Russie, avec ses immenses frontières et ses façades maritimes, ces interfaces sont absolument vitales. On passe à notre deuxième partie. Maintenant qu'on a les bons mots, on peut analyser le territoire. Et l'idée forte, celle qu'il faut vraiment retenir, c'est que la mondialisation ne transforme pas la Russie de façon uniforme. Au contraire, elle crée des gagnants et des perdants. On utilise souvent la métaphore de l'archipel, quelques îles de richesse très connectées au reste du monde, qui flottent dans un immense océan de territoires beaucoup plus isolés. Alors, au sommet de cet archipel, il y a bien sûr Moscou. C'est le centre d'impulsion. Il ne faut pas la voir juste comme la capitale politique. Avec ses 20 millions d'habitants, son quartier d'affaires ultra-moderne, Moskva City, c'est le cerveau économique et financier du pays. C'est là que sont les sièges des grandes entreprises, c'est de là que partent les ordres. C'est la tour de contrôle de l'intégration de la Russie à la mondialisation. Et les autres îles de cet archipel alors? Ce sont ce qu'on appelle des périphéries intégrées. Ce sont des territoires qui sont dominés par le centre, par Moscou, mais qui sont essentiels à l'économie. La Sibérie, par exemple, c'est le coffre-fort du pays. On l'intègre non pas pour ses villes ou sa population, mais pour ce qu'il y a dans son sous-sol. Pareil pour l'Extrême-Orient, avec le port de Vladivostok, qui sert de porte de sortie vers les marchés asiatiques. Ce tableau, il résume ça parfaitement. Vous voyez bien la hiérarchie qui se dessine. Moscou commande, la Sibérie produit les matières premières, et Vladivostok s'occupe de les exporter. Chacun a son rôle. Ce qu'il faut comprendre, et c'est crucial, c'est que cette spécialisation renforce les inégalités. On a un centre surpuissant, des périphéries utiles mais dépendantes, et entre les deux, d'immenses zones qui restent à l'écart des grands flux. Troisième partie. Bon, là, on passe en mode prépa-bac. On va mettre les mains dans le cambouis et on va appliquer ensemble une méthode que vous devez connaître sur le bout des doigts, l'étude critique de documents. Et pour ça, on va prendre un document clé, une carte des flux d'hydrocarbures russes. C'est vraiment le cœur du réacteur de la puissance russe. Petit rappel rapide de la méthode en 4 temps. Vous pouvez retenir l'acronyme PAC. D'abord, on présente le document. Ensuite, on le contextualise.
Puis on analyse ce qui nous montre concrètement. Et enfin, l'étape décisive qui fait la différence, on le critique. Allez, on applique ça tout de suite. Alors, étape 1 et 2, présenter et contextualiser. La nature du document, c'est une carte de flux. Son sujet, la stratégie de la Russie pour utiliser son énergie comme une arme, à la fois économique et géopolitique. Et le contexte, eh bien on est dans l'après-guerre froide. Depuis 1991, la Russie a compris que son gaz et son pétrole n'étaient pas juste des marchandises. C'est aussi un moyen de pression sur ses voisins, notamment l'Europe, et un moyen de se faire de nouveaux amis, comme la Chine. Étape 3, l'analyse. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? D'abord, un truc saute aux yeux. La plupart des tuyaux partent vers l'ouest, vers l'Union européenne qui est le client historique. Mais, et c'est ça qui est nouveau et super intéressant, on voit apparaître de nouveaux tuyaux qui partent vers l'est, vers la Chine. C'est ce qu'on appelle le pivot asiatique de la Russie. La carte montre aussi autre chose de très malin. La Russie construit des gazoducs sous la mer pour éviter de passer par des pays comme l'Ukraine. C'est une stratégie de contournement pour avoir le contrôle total de ses exportations. Et enfin, l'étape 4, la critique. C'est l'étape de l'intelligence, celle où on montre qu'on a un regard nuancé. L'apport de la carte, c'est clair, elle nous montre la stratégie russe. Mais elle a aussi des limites. Une carte, ça ne dit pas tout. Elle ne montre pas que les prix du pétrole et du gaz varient énormément, et que ça, c'est un vrai danger pour l'économie russe. Elle ne montre pas non plus la pollution terrible liée à l'extraction. Et elle ne dit rien des autres pays qui vendent de l'énergie et qui font concurrence à la Russie. Une bonne critique, c'est ça. Voir ce que le document dit et aussi ce qu'il ne dit pas. Quatrième partie. Après cette analyse de cas, on prend un peu de hauteur. C'est le moment de faire le bilan. Alors, au final, que faut-il retenir de cette relation si spéciale entre la Russie et la mondialisation? Et surtout, quels sont les défis pour demain? Si on devait résumer en 3 points clés, voilà ce qu'il faudrait dire. Premièrement, la Russie est une puissance paradoxale qui dit une chose et en fait une autre, économiquement parlant. Deuxièmement, son intégration au monde ne profite pas à tout le monde et crée un territoire à plusieurs vitesses. Et troisièmement, sa puissance repose sur cette fameuse rente énergétique qui est à la fois son meilleur atout sur la scène internationale et son plus grand point faible sur le plan économique. Ce bilan nous amène tout droit à une question d'ouverture, une question pour aujourd'hui et pour demain. Entre les guerres, les tensions politiques et l'urgence climatique qui nous oblige à sortir des énergies fossiles, ce modèle russe, basé quasi entièrement sur le gaz et le pétrole, peut-il vraiment durer? Est-il viable à long terme? C'est la grande question qui se pose pour l'avenir du pays. Allez, on termine avec le petit bonus, la fiche de révision. C'est la synthèse de la synthèse, l'essentiel de ce que vous devez avoir en tête pour le jour de l'épreuve. Côté date, 3 repères à connaître par cœur. 1991, la fin de l'URSS, le point de départ. Les années 2000, le retour d'un État fort qui reprend le contrôle de l'économie. Et 2015, le symbole du tournant vers l'Asie avec Vladivostok. Pour les acteurs, pensez bien à parler de l'État russe, des géants de l'énergie comme Gazprom, et bien sûr des 2 grands partenaires rivaux, l'Union européenne et la Chine. Pour le vocabulaire, si vous placez ces 4 termes dans une copie, vous marquez des points. Parlez de centre d'impulsion pour Moscou, de périphérie intégrée pour la Sibérie, et utilisez les concepts de géopolitique de l'énergie et de rente énergétique pour analyser le modèle économique russe. C'est ce vocabulaire précis qui montre que vous maîtrisez le sujet. Et enfin, le dernier conseil méthodo, le jour du bac, le piège, c'est de réciter son cours. Ce qu'on attend de vous, c'est une analyse. Donc ne décrivez pas, expliquez. N'utilisez pas de grandes phrases générales, donnez des exemples précis comme Moscou ou Vladivostok. Ne soyez pas caricatural, montrez les nuances, les paradoxes. Et surtout, construisez votre pensée autour d'une question, d'une problématique, avec un plan clair. C'est vraiment ça la clé de la réussite.